Alors, bonjour à tous, je vais commencer. Il y a une petite coquille dans l'intitulé de la présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler des apports des sciences comportementales, de l'approche comportementale et non pas des rapports dans la lutte contre la surconsommation d'antibiotiques. Donc, peut-être avant ça, je vais me présenter. Donc, je suis Alice Escande, conseillère senior au BIT, donc le Behavior Insights Team. Je suis aussi là avec ma collègue Naomi en ligne. Donc, le BIT est un cabinet de conseil et de recherche international et indépendant, dont la mission est d'accompagner donc les agences publiques dans l'application des sciences comportementales pour améliorer l'efficacité de projets à visée d'intérêt général. Donc, ce qu'on appelle les sciences comportementales, c'est un ensemble de disciplines scientifiques, donc qui recoupent les sciences cognitives, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, etc. Donc, un ensemble de disciplines qui s'intéressent au comportement, à l'étude des comportements, donc à la fois individuels, mais aussi des comportements collectifs et sociaux. Donc, l'application des sciences comportementales, c'est vraiment utiliser les enseignements de ces disciplines, mais également aussi les méthodes et la méthodologie de ces disciplines pour mettre en place soit des politiques, des services ou des projets qui sont plus adaptés à la psychologie humaine. Donc, on est à la base une organisation anglaise d'où le nom un petit peu difficile à prononcer, Behavior Insights Team. Donc, on est né en Angleterre il y a une dizaine d'années environ, mais ensuite, maintenant, on a des bureaux dans environ 7 pays dans le monde. Et en France, on opère depuis quelques années maintenant. On travaille avec divers acteurs du domaine public, donc notamment un de nos clients principaux, enfin partenaire principal, c'est la DITP, qui dépend donc du ministère de la Transformation et de la Fonction publique. Et c'est notamment avec eux qu'on a pu participer, en tout cas mener différents projets autour de la question de la surconsommation d'antibiotiques. Et c'est aussi avec eux qu'on a publié ce papier que vous pouvez voir sur la droite. C'est en tout petit, hein, mais évidemment, on pourra partager. Donc, c'est un article qui a été publié dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire, justement sur les apports de l'approche comportementale, et donc qui a été coécrit par Mariam Chamak de la DITP et aussi des collègues à moi du BIT. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les éléments majeurs de ce papier, donc de vous présenter, de vous expliquer un peu plus en quoi consiste cette approche comportementale, pourquoi on pense qu'elle a toute sa place dans les sujets de lutte contre l'antibiorésistance. Et je vais aussi essayer d'illustrer cet apport qui peut sembler parfois un petit peu théorique avec deux exemples de cas pratiques, donc de projets qu'on a menés sur ce sujet-là. Voilà. Alors, donc pour commencer, de notre point de vue un peu d'expert du comportement, ce sujet-là de la surconsommation d'antibiotiques, c'est un sujet qui est fondamentalement comportemental, ou en tout cas qui peut être abordé sous cet angle-là. Donc pourquoi? Parce qu'il résulte de la somme des décisions qui sont prises d'un côté par les professionnels de santé qui prescrivent les antibiotiques. Et selon certaines études, on peut le voir, je ne sais pas si c'est un sujet que vous avez pu discuter avant dans les présentations précédentes, mais dans 20 à 30% des cas, on estime en moyenne peuvent prescrire des antibiotiques, même s'ils ne sont pas forcément nécessaires. Donc, environ un tiers de prescriptions qu'on pourrait nommer évitables. Et évidemment aussi de l'autre côté, des décisions prises par les patients qui, on le sait aussi, peuvent insister, parfois réclamer auprès de leur médecin et leurs professionnels de santé des antibiotiques ou bien décider de partager des antibiotiques avec leurs proches, d'interrompre le traitement avant la fin, d'en prendre plus que prévu, etc. Donc ça, on a aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette étude, mais une étude récente qui a aussi mis en lumière par des chercheurs de Santé publique France, que la grande majorité des médecins généralistes, donc on estimait environ plus de 90%, ont déjà fait état de pression exercée par leurs patients pour obtenir une prescription d'antibiotiques. Donc, dans ce problème de surconsommation, on considère qu'il y a la part des professionnels de santé, mais il y a aussi un rôle à jouer pour les patients. Dans les deux cas, étudier les décisions et les raisons qui poussent les professionnels de santé à surprescrire ou les patients peut-être à surdemander, à surconsommer, pour nous, ça considère des pistes importantes, potentiellement prometteuses, pour nous aider à réduire notre surconsommation globale d'antibiotiques. Donc, l'approche comportementale, elle permet d'offrir une nouvelle façon de regarder ce problème, d'aborder ce problème grâce principalement à une méthodologie assez simple que je vous ai un peu résumée ici,
mais qui se déroule en 3 grands temps. Donc, il y a le temps de ce qu'on appelle l'exploration, ou parfois ce qu'on va appeler la réalisation d'un diagnostic comportemental, dans lequel on va essayer d'explorer le contexte en profondeur et identifier les facteurs qui influent sur le comportement ou les freins qui peuvent empêcher un comportement désiré. Donc, par exemple, on va s'intéresser à par exemple, pourquoi est-ce que les patients réclament des antibiotiques à leur professionnel de santé? Quelles sont les différentes raisons? Les raisons psychologiques, les raisons sociales, peut-être d'autres raisons qui nous permettent de comprendre le problème en profondeur. L'émergence de freins peut aussi nous aider à mettre en lumière des leviers d'action qui pourraient être exploités pour justement peut-être modifier le comportement dans un sens plus positif. Suite à cette exploration, ce diagnostic, on a une phase de solution où là, on va s'appuyer beaucoup sur la littérature comportementale, donc faire des revues de ce qui a pu marcher dans d'autres contextes, soit sur d'autres sujets, mais aussi dans d'autres pays, pour proposer une ou plusieurs solutions. Et je vais vous donner des exemples de ce type de pistes d'intervention ou de solutions que l'on pourrait trouver prometteurs pour lever les freins qu'on a identifiés et pour aller vers un sens plus positif au comportement. Enfin, dans la 3e étape de cette méthodologie, on a une étape d'évaluation où ici, on va essayer de tester justement l'impact et l'efficacité potentielle des solutions qu'on aura identifiées dans la phase précédente. Donc, cette méthodologie, elle s'appuie sur des méthodes de recherche assez diverses. Donc, on s'appuie à la fois sur des méthodes plus empiriques, donc on fait beaucoup de terrain, notamment dans la phase d'exploration et de diagnostic comportemental, où on va faire énormément d'enquêtes, d'entretiens, on peut aussi faire des observations plus directes. On s'appuie aussi sur une littérature un petit peu plus théorique, donc on va aller voir dans la littérature des articles scientifiques, des articles académiques, qu'est-ce qui a été déjà fait sur ce sujet, qu'est-ce qu'on a appris. Et si on a des données, on peut aussi aller analyser ces données plus quantitatives. Et on va venir croiser ces différentes sources d'informations sur le comportement pour justement arriver à ce diagnostic qui met en lumière à la fois les freins et les leviers. Donc ça, c'est l'apport un peu plus empirique sur ce diagnostic. On s'appuie aussi sur des cadres théoriques qui viennent des différentes disciplines des sciences comportementales. Donc, on a par exemple sur ce schéma des différentes disciplines qui sont représentées, par exemple les sciences cognitives, la psychologie sociale, l'économie comportementale, la psychologie évolutionniste. Toutes ces différentes disciplines ont aussi contribué avec des différents modèles et paradigmes pour réfléchir aux différentes influences du comportement. Donc, il y a des modèles et des théories des émotions, de l'attention. Peut-être que ça, vous êtes plus familier avec ce terme de biais cognitif. Influence du groupe, influence sociale, etc. Donc, on utilise aussi ces différents cadres pour venir interpréter les différentes données qu'on aura collectées et arriver à un diagnostic assez complet sur les freins et les leviers au comportement ou aux problèmes qu'on nous a donnés. Donc ça, c'est l'approche un peu théorique, méthodologique. Je voulais vous présenter donc deux projets qu'on a pu mener notamment avec la DITP et aussi d'autres acteurs en santé pour illustrer très concrètement comment s'applique un projet de sciences comportementales sur cette question des antibiotiques. Donc, dans le papier, on mentionne ces 2 projets, mais voilà, la nouveauté un peu de cette présentation, c'est que maintenant, on a pu avancer sur chacun des projets et on a donc des résultats aussi à vous montrer pour chacun des 2. Donc, dans la même idée de s'intéresser à la fois aux prises de décision des professionnels de santé et des prises de décision des patients. Donc, le premier projet était à destination des médecins, des professionnels de santé, mais surtout médecins généralistes. Donc, ça, c'est le projet donc, Compter pour se rendre compte, aider les médecins à mieux prescrire. Le deuxième projet à destination du grand public, responsabiliser les patients sur le sujet des antibiotiques, mais d'abord en comblant les lacunes d'information. Et je vais vous expliquer, rentrer dans les détails dans un instant. Donc, sur le premier projet, c'est un projet qu'on a mené avec donc l'assurance maladie, le réseau AntiBioEst. Il y avait aussi d'autres acteurs universitaires et qui était un projet piloté par la DITP. Donc, on a... Voilà. Donc, on a été mobilisé sur cette question de réduire la prescription d'antibiotiques en médecine ambulatoire.
et notamment en se concentrant sur les retours faits aux médecins généralistes sur leur prescription d'antibiotiques. Et ce que le constat qui nous a été amené, c'est qu'il y a des retours qui existent, mais on voit que ces retours ne sont pas vraiment efficaces pour mener à une prise de conscience ou même à un changement de comportement. Donc, une des premières choses qu'on a pu faire, donc notamment si vous pensez à ce cadre méthodologique, c'est ce diagnostic comportemental pour comprendre notamment les freins qui existaient et qui freinaient donc l'efficacité des retours aux médecins sur un potentiel changement de comportement. Donc, on a un rapport qui est assez complet et d'ailleurs qui est en ligne sur le site de la DITP que je pourrais vous envoyer si ça vous intéresse. Mais globalement, on a pu mettre en lumière tout un tas de freins. Donc, par exemple, que la plupart des médecins n'accédaient finalement que rarement à ces retours-là, que ces retours étaient communiqués de manière assez rare, que les médecins ne voyaient pas forcément la valeur de ces retours, qu'ils étaient présentés soit de manière trop complexe ou soit qu'ils n'étaient pas assez fournis scientifiquement, et que ces retours ne donnaient pas forcément aux médecins un plan d'action clair sur ce qu'ils ou elles devaient changer. Donc ça, c'est sur l'identification des freins. Grâce à ce diagnostic-là, j'ai passé, mais on a aussi du coup identifié différents leviers qu'on pourrait utiliser. On a fait une phase assez extensive de co-création. Donc, on a travaillé avec des médecins, on a travaillé avec tous les acteurs que j'ai mentionnés avant, des designers, des universitaires, pour essayer de réinventer ou de refaire ce système de retour aux médecins et notamment de redesigner complètement le profil prescripteur. Donc, le profil qui est le support de ces retours-là. On a proposé un nouveau profil qui intègre nombre de leviers, mais je vais vous en donner que seulement quelques-uns. Donc le premier, et qui essaye de manière assez systématique justement de venir lever les freins identifiés plus tôt. Donc ce nouveau profil prescripteur, par exemple, se concentre plutôt sur la qualité de la prescription que simplement la quantité, parce que ça, c'était quelque chose qui était aussi reproché par les médecins. Et donc ça, c'est une personne qui fait partie du groupe de travail qui a mis en œuvre, qui a élaboré ces indicateurs et qui sont aussi le cœur de ce dispositif. On a essayé de mettre en avant un score global pour aider le clinicien à comprendre très rapidement un coup d'œil où se situe sa prescription, par rapport aux cibles de santé publique, par rapport à sa prescription de l'année dernière. Donc, de pouvoir évaluer et apprécier sa prescription de manière très simple, très claire, très accessible. Dans ce profil, on a aussi donné aux médecins la possibilité de pouvoir se fixer des objectifs personnels qui sont donc adaptés à leur propre situation, que ça, c'était aussi un des retours qu'on avait eu. Chacun a une patientèle différente et des exigences différentes. Donc, tout le monde ne peut pas réduire sa prescription de la même manière. Donc, dans ce système-là, les médecins pouvaient donc se fixer leurs propres objectifs qu'ils pouvaient suivre d'année en année. Et ensuite, des exercices qu'on a proposés. Donc ça, c'est on va dire un levier comportemental qu'on appelle demander et révéler. Et le principe de cette méthode, c'est de demander donc aux médecins d'estimer leur prescription d'antibiotiques, par exemple, par an, avant ensuite de partager les taux réels avec eux. Donc, on demande d'abord et ensuite on révèle les taux réels. Et ce dispositif est censé donc encourager un peu une réflexion sur sa pratique et aussi peut-être créer une prise de conscience parce qu'on n'a pas toujours conscience de ce qu'on peut prescrire. Parfois, on a tendance à surestimer, parfois, on a tendance à sous-estimer. Donc, ça permet d'engager cette réflexion avec ces taux de prescription. Et c'est une approche qui a été utilisée avec succès pour réduire les taux de prescription, par exemple, d'opioïdes aux États-Unis. Et voilà, donc certains de ces leviers s'appuient aussi sur des études que le BIT, nous, on a pu mener, pas forcément en France. Donc, comme je vous l'ai dit, on travaille à l'étranger, mais par exemple au Royaume-Uni, où il y a eu de nombreuses expérimentations sur le sujet-là. Donc, on s'est évidemment appuyé aussi sur ces recherches. Donc, ça, c'est un système qui va être déployé l'année prochaine dans la région Grand Est. Et qui va être aussi évalué. Donc, je crois que c'est courant 2024. Donc, on en saura plus à ce moment-là. Alors, une autre étude de cas, donc celle-là qui vise plus le côté, le pan grand public. Donc là, encore une fois, un projet piloté par la DITP, mais on a travaillé avec Santé publique France.
sur la question de la sensibilisation. Alors, ah oui, pardon. Alors, excusez-moi, ce n'est pas la bonne image, mais la sensibilisation du grand public aux questions de l'antibiorésistance. Donc, même méthodologie, on a d'abord fait une phase d'exploration assez importante pour comprendre les différents freins des patients à changer leur comportement ou en tout cas à prendre conscience de l'importance de cette problématique. On a encore une fois, donc ce que vous voyez sur la droite, c'est souvent on crée des espèces de petits modèles qui représentent des parcours usagers, mais qui décomposent les différentes étapes. Dans l'autre slide que vous avez vu, c'était les différentes étapes pour qu'un retour soit efficace. Ici, c'était les différentes étapes pour qu'un patient puisse réaliser, changer son comportement par rapport aux antibiotiques. Et ensuite, nous, on va venir cartographier donc, ces différents freins dans ces différentes séquences. Donc, ce qu'on a pu voir sur ce sujet de l'antibiorésistance, entre autres, encore une fois, je vous résume n'hésitez pas si vous avez plus de questions, plus de détails sur ces freins-là, mais qu'en général, donc, le public manquait énormément de connaissances sur l'action des antibiotiques et l'antibiorésistance. Il y avait encore énormément de confusion sur à quoi sert un antibiotique, dans quel cas il est efficace ou non, qu'est-ce que l'antibiorésistance, c'est un concept qui n'est pas du tout encore très bien assimilé par le grand public. On a vu que les antibiotiques étaient souvent perçus comme un traitement par défaut et que voilà, parfois c'est même un automatisme ou un réflexe. Que la menace de l'antibiorésistance n'était pas une menace qui était présente à l'esprit des gens et qui n'était pas forcément prise au sérieux. On a vu aussi une question de responsabilité et d'efficacité personnelle, donc le public qui ne se sentait pas forcément responsable de toute façon d'avoir à agir pour cette cause, parce que c'est aux scientifiques de régler le problème, c'est aux médecins, ce n'est pas à nous, et de toute façon qui ne se sentaient pas non plus capables de lutter contre l'antibiorésistance, et que voilà, donc ils ne remettaient pas en cause forcément leur consommation ou leur pratique dans ce cadre de la lutte contre l'antibiorésistance. Et ce qu'on a pu voir aussi, donc c'est plus par rapport à ce qui existe en termes de campagnes actuelles sur l'antibiorésistance que sur les perceptions du public, mais que les campagnes manquaient parfois d'appel à l'action claire. Donc souvent, on a vu beaucoup informer, sensibiliser sur la menace que pouvait présenter l'antibiorésistance, mais sans forcément dire très clairement aux gens ce qu'ils devaient ou ne devaient pas faire. Et ce qu'on sait peut être un petit peu contre-productif, parce que ça peut à la fois donc, inquiéter, alerter, sans forcément donner les moyens de pouvoir changer quelque chose pour répondre à cette problématique. Donc ça, c'est la partie plus diagnostique de ce second projet. Ce qu'on a fait à la suite de ça, donc là, on a voulu tester différents types de communication. Donc, on a fait une grande étude en ligne donc, avec un échantillon d'à peu près 4000 adultes résidant en France pour tester différents angles de communication sur les antibiotiques et sur l'antibiorésistance pour essayer de comprendre ce qui pouvait parler aux patients, ce qui était potentiellement le plus efficace et ce qui pouvait mener de manière plus efficace à soit une prise de conscience, soit un changement de leur comportement. Donc, cette étude a révélé des résultats assez intéressants. Donc, petit résumé, donc ça, c'était un fait qu'on connaissait, mais qui a été vraiment confirmé par l'étude. Il y a encore des méconnaissances assez importantes sur les antibiotiques. Donc, tout le monde a su nous citer les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Donc, clairement, ça a marqué les esprits. Mais pour le coup, ne savait pas du tout dans quel cas on devait ou ne devait pas les prendre. Donc, il y a beaucoup de patients qui ne savaient pas forcément cette distinction virale et bactérien, et il y a à peu près 21% des participants qui pensaient que les antibiotiques agissent sur les infections virales et pas sur les infections bactériennes. Donc, il y avait carrément des connaissances contre à la bonne pratique des antibiotiques. Donc ça, c'était un peu un constat de base qui avait été aussi, ça avait été démontré par d'autres études, mais en tout cas, on a vraiment confirmé dans notre étude à nous. Ensuite, ce qui a été assez intéressant dans ce test-là, c'est que
communiquer sur l'antibiorésistance, ça n'a pas semblé être une piste prometteuse, en tout cas si on cherche à changer un comportement de la part du patient, parce que déjà ce qu'on a vu, c'est que ça a aggravé des méconnaissances qui existaient déjà sur ce phénomène. Donc même si dans les différents messages qu'on a pu tester, on a expliqué, on a essayé d'expliquer très clairement, mais en vulgarisant ce qu'était l'antibiorésistance, il y a quand même des méconnaissances qui se sont creusées. Donc, par exemple, le fait que finalement, en fait, c'est le corps qui s'habitue aux antibiotiques, mais ce n'est pas les bactéries qui s'habituent aux antibiotiques. Donc, ce genre de méconnaissances qui n'ont pas pu être, qui ont été même aggravées par la mention de l'antibiorésistance. Et que, en fait, en général, ça, c'est le troisième point, ce qui a été plus efficace pour, en tout cas, modifier une intention de changement, c'était des messages assez brefs qui se sont vraiment concentrés sur des messages de bon usage. Donc ça, c'est des situations où il faut prendre des antibiotiques. Ça, c'est des situations où ça ne sert à rien de prendre des antibiotiques. Ça a été beaucoup plus prometteur en termes déjà d'augmenter ces connaissances de base qui manquaient, mais aussi d'augmenter leur intention d'agir sur leur propre consommation d'antibiotiques, plutôt que des messages plus complexes, plus longs sur l'antibiorésistance. Parce que ces concepts étaient mal compris, ça a peut-être brouillé un petit peu le message clé. Et donc, ce qu'on a vu, en tout cas, ça avait moins bien marché que des messages très directs. Et donc, ça, c'est des recommandations qui ont été prises en compte dans la nouvelle campagne de communication, notamment de SPF. Voilà, donc ça, c'était un petit tour d'horizon de de ces deux projets-là, à la fois sur les pros de santé et les patients. Nous, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur et on pense qu'il y a beaucoup de potentiels d'applications au-delà de ces deux qu'on a mentionnés. Donc, ça peut être soit au niveau des professionnels de santé, d'aller plus loin dans la réflexion de comment est-ce qu'on outille ces pros de santé à mieux prescrire. Du côté des patients, ça peut aussi être un peu un suivi de cette étude-là. Comment, avec ce qu'on voit, comment est-ce qu'on peut essayer d'inculquer, de communiquer, de mieux communiquer sur l'antibiorésistance et d'utiliser ça comme un levier efficace. Un sujet qu'on n'a pas du tout encore nous regardé, c'est la question de la consommation aussi des antibiotiques dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage d'animaux, etc. Donc ça pourrait être aussi une approche intéressante. Voilà, donc potentiellement plus de pistes, en tout cas d'applications. Voilà, on reste ouvert, je reste ouvert à vos questions. Et puis j'espère que je vous ai convaincu que cette approche comportementale a toute sa place dans cette question de la lutte contre l'antibiorésistance. Merci. Le micro arrive. Merci de cet exposé. J'ai une question. Comment expliquer, puisqu'on a vu trop d'antibiotiques tue l'antibiotique, c'est un message qui est contre-productif, il n'apprend pas beaucoup, où il diminue les connaissances, alors que le seul message qui a été produit au niveau national depuis 25 ans, et qui a produit une diminution effective de la consommation d'antibiotiques par le grand public, c'est l'antibiotique n'est pas automatique. Pourtant, il n'explique que dalle, pas plus que celui-ci, encore moins même. Mais celui-là, il a marché. Et tous les autres messages qu'on a pondus depuis n'ont servi à rien, puisque la consommation ne fait que remonter depuis cette campagne-là. Alors, je n'ai pas de réponse pourquoi cette campagne. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire que tout d'un coup, une campagne devient plus virale qu'une autre. Et ça, je suis sûre que les experts de communication pourront vous l'expliquer mieux que nous. C'est sûr on a vu que c'était quelque chose qui avait bien marqué les esprits. On a fait, nous, des associations libres, par exemple, les antibiotiques, à quoi ça vous fait penser? C'est un peu, justement, ça me fait penser à des antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, c'est une association qui est très ancrée dans la tête des gens. Après, voilà, comme vous l'avez souligné, il me semble que dans les données, donc ça a en effet mené à une chute de la prescription-consommation d'antibiotiques, mais ensuite, c'est remonté par la suite, ce qui montre que ce n'est pas forcément un effet qui a duré dans le temps. Ce qui est intéressant, en tout cas avec la nouvelle orientation de Santé publique France, c'est qu'on essaye de construire un peu brique par brique. Donc,
les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Là, ça nous donnait juste l'information. Il ne faut pas prendre des antibiotiques pour tout et n'importe quoi, mais sans forcément préciser pourquoi il faut prendre des antibiotiques ou pourquoi il ne faut pas prendre d'antibiotiques. Là, dans cette nouvelle approche, voilà, enfin, juste pour dire, ils l'ont aussi fait de manière indépendante. Nous, on leur a donné les recommandations, mais on n'est pas à l'origine de la campagne. Dans cette nouvelle campagne, on essaye d'aller un petit peu plus loin et d'avancer aussi les connaissances sur voilà, qu'est-ce qui est une maladie virale ou bactérienne, sans forcément juste parler de ces termes-là qui peuvent être aussi abstraits, mais en donnant des exemples très concrets de ça, c'est une maladie pour laquelle des antibiotiques n'y feront rien. Et voilà, en gros, d'augmenter un peu le socle de connaissances petit à petit et d'aller plus loin que simplement, je sais qu'il ne faut pas prendre des antibiotiques pour rien, et d'aller vers une connaissance un peu plus poussée de l'action des antibiotiques. Mais en tout cas, on a l'impression que ça passe par là avant d'aller même sur des concepts un peu complexes comme l'antibiorésistance. Si on n'a pas cette base, ce socle de connaissances, c'est assez difficile pour les gens, et je pense qu'on peut tous le comprendre, de comprendre pleinement des concepts aussi complexes que l'antibiorésistance.